En clinique, je vois à tous les jours des gens avec des douleurs chroniques, des conditions inflammatoires ou des conditions récurrentes qui essaient de régler ça localement, mais la vraie problématique est souvent systémique. Et c'est là que ça nous ramène à la bonne vieille santé métabolique que je martèle à quasiment chaque épisode, dont mon épisode précédent là, avec Mathieu Bouchard, naturopathe. On a parlé en début d'année, les fameuses diète yo-yo, perte de poids. Pas que j'ai eu une obsession sur la perte de poids ou autre, mais à quel point souvent les gens pensent au poids comme une surcharge pondérale, des trucs comme ça, mais qui sous-estiment à quel point, par exemple, le gras viscéral va avoir un effet systémique, donc dans tout le corps, toutes les conditions du corps potentiellement, inflammatoire, donc va venir rajouter une charge à tous ces systèmes-là et qui est souvent un obstacle ou un bâton dans les roues d'une récupération clinique pour une condition donnée. Donc, si tu as déjà fait traiter ton dos, par exemple, ton cou, tes épaules, une extrémité, toute tendinite, bursite, tout ce qui finit en it, qui est inflammatoire potentiellement, mais que les symptômes reviennent tout le temps ou ça se règle juste pas pantoute, il y a peut-être quelque chose de plus profond à regarder, c'est-à-dire ton fameux métabolisme et ton inflammation. Donc aujourd'hui, je m'adresse autant au grand public qu'aux thérapeutes. Je pense que c'est quelque chose qui est crucial à considérer. Par contre, vos thérapeutes, les gens qui vous prennent en charge, ne peuvent pas nécessairement le faire pour vous parce que ça vient beaucoup des habitudes de vie. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est mettre en lumière certaines choses qui reviennent souvent de mon expérience vraiment personnelle, professionnelle comme clinicien, mais qui aussi peut être très payant comme retour sur investissement si vous le faites à la maison pour vous et qui va se traduire dans ultimement potentiellement moins de visites avec votre thérapeute, juste un meilleur mieux-être au quotidien, peut-être moins de fatigue, etc., etc., etc. Grosso modo, ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui, là, c'est que les gens voient souvent des symptômes plus spécifiques. On parle de douleur. On parlait de poids avec Mathieu Bouchard. On parle souvent de fatigue, mais c'est que c'est pas juste OK, j'ai pas assez dormi, je mange trop, puis ça fait plus de charge sur mes genoux, mon surplus de poids. C'est pas j'ai mal là, donc il y a un problème ici. Là, ceux qui m'écoutent en audio, je pointe mon coude. Mais grosso modo, le vrai terrain, c'est plutôt où ce qu'on entend, nous, comme thérapeute, avec un regard holistique, global, un peu comme je parlais avec Mathieu dans le dernier épisode. Moi, lorsque j'entends fatigue et ou surplus de poids, j'entends résistance ou début de résistance à l'insuline. J'entends potentiellement de l'inflammation chronique de bas niveau, low-grade inflammation qu'on appelle en anglais. J'entends aussi potentiel dérèglement du système nerveux central. Au 21e siècle, puis je m'inclus là-dedans, on a tous tendance à être un petit peu trop en dominance sympathique. Donc, go, 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 fight or flight. J'ai mon horaire de la journée, j'ai des mandats à livrer, des trucs comme ça. Fait que c'est plus crucial que jamais aujourd'hui d'équilibrer ça et de ramener un équilibre entre le système nerveux parasympathique, repos, régénérescence, digestion, assimilation, et le volet sympathique qui est le fight or flight et plus le stress, on va dire ça comme ça, et qui est souvent accompagné et ou causé ou exacerbé par un fameux manque de sommeil ou un mauvais sommeil, je dirais. Tout ça va impacter le sommeil et un mauvais sommeil va prédisposer encore plus à une dérégulation des points plus hauts là, que j'ai mentionnés. Donc, grosso modo, on peut traiter une condition biomécanique de façon parfaite, textbook, mais si le terrain est inflammatoire, la récupération va toujours être plus lente. Le traitement va tenir toujours moins bien d'une certaine façon, ou ça va revenir toujours un peu plus rapidement, versus si quelqu'un a vraiment un milieu inflammatoire sous contrôle, une santé métabolique plus saine. Donc, je commencerai, je dirais, avec un petit retour sur l'épisode précédent avec Mathieu Bouchard. Une super entrevue. C'est toujours passionnant quand je parle avec Mathieu, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pourrez aller l'écouter. C'est super intéressant. Mais pour faire une petite synthèse, parce qu'on a couvert une panoplie de sujets et les deux, on était très passionnés. Mais le fameux gras viscéral, là, je fais un retour là-dessus parce que je veux vraiment que ce soit clair. J'aimerais ça même que ça devienne comme, c'est ça, universellement reconnu là-dessus.
Le gras viscéral, ce que je veux qu'on comprenne, là, s'il y a une chose à se rappeler, c'est que c'est un organe inflammatoire. C'est pas juste du stockage, c'est pas juste du mou sur notre corps, c'est pas juste, bon, puis gras viscéral, là, on parle encore plus du mauvais gras d'une certaine façon. C'est le gras qui vient se déposer sur nos organes vitaux. C'est souvent lui qui prédispose à une panoplie de conditions cardiovasculaires, maladies chroniques et tout. Ce gras viscéral-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tissu endocrinien actif. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il interagit avec le système hormonal dans le corps. Donc, il sécrète ses propres messagers hormones. Et même chose, il va être réactif à certains messagers hormones du corps. Donc, pour les gens un peu plus geeks, là, on parle de TNF-alpha et de l'interleukine 6 plus précisément. Ça fait maintenant là, plus de 30 ans là, qu'on sait que le tissu adipeux, surtout le gras viscéral, a une implication sur l'inflammation métabolique. Une étude qui était parue là, dans Nature en 1993 sur deux mécanismes, soit dit en passant. Comment ça se fait? C'est vraiment que ça va augmenter la douleur systémique. Donc, même si on a du gras viscéral dans notre ventre, par exemple, ça va vraiment pouvoir augmenter la douleur systémique de notre épicondylite à droite, par exemple, ou de notre douleur au cou. Fait que c'est ça qui devient intéressant, surtout dans les conditions chroniques et autres, ou les gens même qui se blessent facilement, qui font comme je me suis tourné ou j'ai pas dormi de la bonne façon cette nuit. Of course, il y a des gens qui vont dormir dans des positions qui n'ont pas d'allure, ils ne se mettent pas dans des situations favorables à eux, mais ça ne devrait pas être les micros. Si je regarde, par exemple, un enfant ou je dis souvent cette analogie-là, si je regarde un ado qui dort dans des positions pas possibles, ou même mon enfant de 3 ans, il ne se réveille jamais avec un mal incroyable de coups. Il y a d'autres facteurs associés, mais je pense vraiment que souvent une certaine fragilité comme ça, moins de marge de manœuvre ultimement, c'est souvent à cause d'une tempête inflammatoire. Bref, parenthèse fermée. Mais le lien entre la douleur, c'est vraiment plus ton corps est inflammé chimiquement ou métaboliquement, plus ton système nerveux va être réactif. Donc, le premier, je me répète, là, le premier volet, c'est que ça va augmenter la douleur partout dans le corps de différentes façons. Et aussi, ça va sensibiliser nos récepteurs à la douleur, les nocicepteurs qu'on appelle. Donc, ça va augmenter notre sensibilité aux stimuli de douleur. Fait que c'est comme un combo fatal, je dirais. Aussitôt qu'on a un peu plus de gras viscéral, il faut comprendre que nos conditions vont être plus facilement inflammables, vont moins bien réagir aux corrections biomécaniques ou moins bien tenir d'une certaine façon. Du moins, c'est mon observation en clinique. Donc, faut le voir de cette façon-là. C'est pas juste comme OK, je rentre plus dans mes pantalons ou OK, oui, c'est lourd sur mon dos, sur mes genoux. Of course, ça vient jouer, mais ce que les gens se doutent souvent pas, c'est que ça vient justement avoir cet effet-là global. Donc, rappelez-vous de ça. Non seulement si vous voulez perdre du gras viscéral, ce qui est bon pour tout le monde, mais aussi si vous avez des douleurs chroniques, ça peut être peut-être la petite poussée de plus qui vous manquait, là, ou la petite motivation de plus pour vous aider à plusieurs niveaux, pas juste sur un. Ensuite de ça, dans l'entrevue avec Mathieu, on parle beaucoup de ça, de la glycémie. On a parlé de sucre, mais ce que je veux mentionner, moi, par rapport à ma pratique neuromusculo-squelettique, la fameuse glycémie, puis la fameuse douleur chronique, encore une fois. Sur le terrain, en clinique, ce que je vois le plus souvent, c'est une lacune au niveau du déjeuner. Soit, on en a parlé, c'est même le hook de mon épisode précédent sur le jeûne intermittent, où est-ce que Mathieu se prononce là-dessus. Mais un peu à part égale, ou peut-être même pire, je dirais, avec le faire un jeûne intermittent parce qu'on n'a pas faim, c'est vraiment le petit déjeuner sucré ou pauvre en protéines là, qui revient un peu trop souvent encore à ce jour. Surtout dans les nouveaux patients que j'ai pas eu le temps de discuter avec eux ou autres. Ça, là, ce que ça vient faire, c'est le fameux le 2 toasts à confiture, beurre de peanut. Les gens pensent que leur beurre de peanut, c'est des protéines avec un verre de lait, un café, peu importe. C'est en prédominance un déjeuner riche en hydrates de carbone, peut-être un peu de gras, mais très peu de protéines. Puis pourquoi je parle souvent de ça aussi, autant à mes patients, mes clients que sur le podcast, c'est parce que ce que je vois, c'est que les gens partent leur journée avec des pics de glycémie. Puis là, ils vont avoir un crash rapidement après, souvent quelques heures après, en début d'avant-midi.
Puis là, ils partent sur un yo-yo de glycémie pour leur journée d'une certaine façon. Parce que là, tu es en hypoglycémie, tu as quelque chose d'un peu plus rapide, sucre ou hydrate de carbone, puis là, ça refait un peu la même chose jusqu'à temps qu'on aille se coucher le soir. Puis ça, ben, ça vient driver une hormone qu'on appelle le cortisol. Et bon, là, on tombe dans une cascade, encore une fois, d'inflammation. Souvent, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir jouer aussi sur notre fameux gras viscéral. Puis là, on tombe dans un autre cercle vicieux. Donc, une hypersensibilité nerveuse d'un point de vue cognitif, mais aussi avec les mécanismes que j'ai mentionnés précédemment. Donc, simplement, une glycémie instable égale de la micro-inflammation répétée toute la journée. Donc, d'où l'importance d'avoir suffisamment de protéines dans vos repas, des bons gras. Puis, je ne suis pas contre les hydrates de carbone, mais au moins, idéalement, des hydrates de carbone complexes, non transformés, pas de sucre raffiné. Puis là, rendu là, tout dépend de votre planning avec le professionnel de la santé qui vous suit, nutritionniste ou autre. Là, ça devient du cas par cas. Par contre, évidemment, le lien musculo-squelettique, c'est qu'un corps ou un système inflammé va moins bien récupérer après un traitement ou même un entraînement, ou va se blesser même potentiellement plus facilement parce qu'il y a simplement moins de marge de manœuvre. Donc, je parlais des protéines. Les protéines, ce qu'il faut comprendre, c'est non seulement des briques de réparation après un entraînement, après un traitement, même d'une certaine façon, lorsque le corps, au-delà d'un traitement, le corps veut toujours se réparer à journée longue. Donc, encore une fois, c'est un gros plus-value d'avoir suffisamment de protéines dans son alimentation. On en a parlé aussi avec Mathieu, des quantités, etc. Dans multiples podcasts, soit dit en passant. Puis ça va aussi beaucoup soutenir la masse musculaire. Ça va stabiliser la glycémie. C'est pour ça que je suis un gros fan de manger suffisamment de protéines le matin au déjeuner. Puis ça va beaucoup améliorer la satiété, donc l'effet de ne plus avoir faim. Puis ça, j'en parlais dans l'épisode avec Mathieu. Moi, souvent, si je mange trop d'hydrates de carbone ou pas assez de protéines, tout de suite, même si je mange un gros repas, peut-être une heure après, une demi-heure après, je vais avoir encore faim, qui vient un petit peu plus de, justement, l'effet de satiété que suffisamment de protéines vont amener. Bon, selon différentes études, on en a parlé, comme je disais, avec Mathieu, mais l'apport protéique optimal, on est autour du, pour être fair, là, en termes de santé musculaire, récupération, ça varie entre 1,2 et 1,6 grammes par kilogramme. Okay? Si vous faites votre calcul, là, les gens qui s'entraînent peut-être un petit peu plus musculairement ou autre, ou dépendamment de votre appétit. Il y a des gens souvent qui sont comme moi, regarde, à partir d'une telle quantité, j'ai juste plus faim, il faut que je me force. Ben, c'est pas nécessairement une bonne idée non plus. Il faut trouver le sweet spot, puis autant d'individus, fait que les calculs one size fits all, je suis pas un fan, mais entre 1,2 et 1,6 grammes de protéines dans votre journée par kilogramme de poids corporel, on a quelque chose d'intéressant et d'adéquat. Donc, sans protéines adéquates, tu as juste un corps qui n'a pas nécessairement les matériaux de se réparer, que ce soit avec des ajustements vertébraux, que ce soit justement avec du travail musculaire, peu importe ce que votre thérapeute manuel fait. Si vous ne mangez pas assez de protéines, si vous mangez trop de sucre raffiné et ou un combo de tout ça, il y a des chances que ça ne vous aide pas. Puis que ça joue sur votre stress, votre système nerveux central, l'équilibre système nerveux sympathique, parasympathique, votre justement surplus de poids, de gras viscéral, et vous amenez dans un fameux cercle vicieux d'inflammation. Une des autres choses que je vois régulièrement, ça c'est tout dès ma visite 1, en fait j'ai beaucoup de questions pour ceux qui sont déjà venus me voir ou bref, je pose tellement de questions, des fois les gens sont comme coudonc, comment ça fait que mon chiro il a besoin de savoir tout ça quand il ne se doute pas de la façon dont je pratique, etc. Mais tout ça pour dire que je suis très, c'est ça, picky sur bien des questions, mais il y a l'hydratation qui revient souvent. L'hydratation, puis je dirais même la consommation de liquides qui vont déshydrater, donc l'alcool ou la caféine ou autre. Mais aujourd'hui, je veux qu'on focus sur l'hydratation, bon, l'eau, et l'inflammation tissulaire.
pour plusieurs raisons. La plupart des gens rentrent dans mon bureau puis ils me disent, ou ben pas la plupart, mais trop de gens à mon goût rentrent dans mon bureau, puis c'est sans jugement, là, ceux qui vont me dire ça dans les prochains mois. Mais ça pour dire que les gens me disent, je dis combien vous buvez d'eau, monsieur, madame, puis ils vont souvent me dire, ah, pas assez. Donc ils le savent au moins, ils ne mentent pas. Mais le point étant que pourquoi c'est super important pour moi, c'est que la déshydratation va souvent amener le corps en stress d'une certaine façon. Donc, une hausse du cortisol. Après ça, on parle des catécholamines, d'un point de vue plus cascade hormonale, mais va aussi d'un point de vue très mécanique, je dirais, diminuer la viscosité des fascias. Donc, un peu plus porté à moins de bons glissements, potentielles adhérences, diminuer le transport des nutriments. Souvent, les gens ne pensent pas à ça, mais c'est super important, tous ces nutriments-là, pour venir justement nourrir les fibres musculaires, entre autres, les tissus. Puis va augmenter la rigidité tissulaire. Des fois, les gens là, qui ont un toucher développer, peu importe leur profession, ce qu'on ressent dans les fibres musculaires un petit peu plus déshydratés, c'est ça, un genre d'engorgement, une moins belle fluidité, rigidité, comme je disais, là, parce que j'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais c'est quelque chose qui, est gratuit, va vous aider à plusieurs niveaux, pas juste au niveau musculo-squelettique. Votre cognition en dépend, de ne pas amener votre corps en stress va être quand même gagnant aussi. Donc, beaucoup de patients qui sont ultra raides ou sont chroniquement déshydratés. Puis imaginez, vous êtes déshydraté, vous êtes à l'ordinateur dans une position prolongée toute la journée. Vous n'aidez pas votre corps à avoir assez de marge de manœuvre pour justement tolérer des positions prolongées. Tolérer une position suboptimale de sommeil, par exemple. 3 petits points. Parlant de sommeil, le fameux sommeil, je pense ici, puis pourquoi je ris, je pense à mes nouveaux parents, mes amis qui viennent d'avoir des enfants, des trucs comme ça, ou carrément mes, mes, euh, mes adolescents, et je m'inclus là-dedans une bonne portion de ma vie, je dirais, il y a encore un challenge pour moi de me coucher suffisamment de bonne heure pour une panoplie de raisons, soit parce que là, c'est mon temps que j'ai pour moi tout seul, etc., dans une journée. J'en parle souvent avec mes patients, clients, etc. Mais tout ça pour dire que le sommeil, c'est crucial. Puis pourquoi je veux le rappeler, c'est justement des fois en sachant ce qu'on ne sait pas, qu'on peut mieux comprendre puis le mettre en application puis voir la réelle valeur derrière. Donc, le sommeil puis le système nerveux, ça, c'est un gros point. Un manque de sommeil égale ultimement résistance à l'insuline. À quel niveau, à quel degré, à quelle gravité, intensité, ça, tout dépend. Évidemment, si vous sautez une nuit, c'est pas la fin du monde, mais si vous avez un manque de sommeil chronique, par une panoplie de mécanismes là, que je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, je veux que vous le voyez comme une hausse de votre inflammation quasi immédiate, quasi directement reliée. Donc, aussitôt qu'on parle de manque de sommeil, résistance à l'insuline, inflammation élevée, diminution de votre récupération physique et neurologique. Donc, on parlait tantôt, la douleur, c'est pas juste non seulement, oui, des tissus inflammés, de la douleur des nocicepteurs, mais c'est justement cet influx-là aussi nerveux, du système nerveux, et qui fait la fameuse cascade là, vers l'inflammation, la résistance à l'insuline, etc. Fait que c'est toujours des choses qui nous amènent dans des cercles vicieux. Et ça diminue notre seuil de tolérance à la douleur. Donc, quelque chose qui va être moins pire normalement, qu'on ressentirait moins ou pas du tout, va être pire si on est en déficit de sommeil. Donc, il y a une super étude qui avait été publiée dans le Lancet il y a quelques années maintenant, qui nous montrait que la privation de sommeil égale une baisse importante de la sensibilité à l'insuline. C'est pour ça que je disais ça tantôt, la fameuse résistance à l'insuline. On ne sait pas exactement à quel degré. On n'est pas en diabète automatique. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle plus d'un volet de santé métabolique. Mais grosso modo, on ne peut pas calmer un système nerveux qui est fatigué. Donc, il n'y a pas de secret, les amis. Dormez le soir, ça va aider non seulement toutes les autres sphères de votre vie, mais si vous avez non seulement de la douleur chronique ou des conditions inflammatoires, des conditions qui ne se règlent pas ou qui reviennent tout le temps,
c'est fort probablement à cause de votre manque de sommeil. Après ça, ben, en coaching avec le professionnel de la santé qui vous suit, approprié ou autre, évidemment, ça peut être votre endormissement qui est plus difficile. Je pourrais peut-être même faire un solo cast là-dessus, comment peut-être vous aider ou des pistes de réflexion là-dessus. Si vous avez de la misère à rester endormi, vous vous réveillez une couple de fois par nuit pour une palette de raisons, que ce soit pour uriner ou d'autres choses, votre esprit, le hamster, il n'arrête pas. Fait que là, après ça, ben, on trouve des pistes de où commencer pour vous, respectivement, à la maison. Mais bref, commencez par explorer ça. C'est souvent même, je dirais, le plus gros buffer pour tout le reste, avant même la nutrition, etc. Le sommeil là, est ultra crucial et, je le rappelle, c'est gratuit. Ça va vous sauver bien des visites, bien de l'argent ultimement, de l'effort, de l'énergie, de la frustration. Donc, je le rappelle. Donc, si je fais un petit wrap-up, un petit take-home de ce qu'on a parlé aujourd'hui, 3 piliers simples. Le pilier numéro 1, là, dès demain matin, essayez d'avoir des protéines à chaque repas. J'ai donné un calcul plus haut, vous pouvez essayer de gager avec ça, commencer à expérimenter, ça rend ça le fun. I'm all for it. Mais, mettons, façon simple, essayez juste d'ajouter un peu plus de protéines à vos repas. Sans vous casser la tête, là, si vous voulez faire quelque chose juste de simple maintenant, dès ce soir, dès ce matin, peu importe. Votre stabilité glycémique et votre récupération vont vous en remercier. Et fort probablement, par la bande, votre inflammation et ou la condition que vous faites traiter non-stop et qui revient tout le temps. Ensuite de ça, pilier numéro 2, le fameux sommeil stable. Ça, là, c'est votre meilleur retour sur investissement pour une réduction de l'inflammation puis une récupération de votre système nerveux à tous les niveaux, que ce soit le volet mental ou que ce soit le volet, comme on disait tantôt, de la perception de la douleur, de l'inflammation. Votre système nerveux va immédiatement vous en remercier, ça, c'est certain. Pilier numéro 3, j'ajouterais vraiment comme antidote un petit peu à tout ça, je dirais de la marche quotidienne. Je dirais un 15 à 20 minutes. Des points bonus, on en a parlé aussi avec Mathieu dans l'épisode précédent. C'est d'ailleurs pourquoi j'en parle autant, c'est ce qui m'a vraiment inspiré cet épisode-là aujourd'hui. Marcher après un repas, ça améliore beaucoup justement la glycémie, la sensibilité à l'insuline et ou diminuer la fameuse résistance à l'insuline qu'on parle depuis tantôt. Ça active le drainage lymphatique, ça aide avec la digestion, ça diminue la rigidité. Si on est hyper immobile toute la journée, en plus qu'on a fait du télétravail, des trucs comme ça, de bouger, ça a une panoplie d'impacts. Puis ça régule le système nerveux. Donc, comme on disait tantôt, tendance à être ultra, justement, en dominance sympathique, de sortir de sa tête, allez pas lire sur votre cellulaire en marchant, essayez de même le laisser à la maison, de vous mettre une musique douce, un truc comme ça, juste de regarder votre entourage. Ça va avoir un effet vraiment bénéfique sur la régulation de votre système nerveux et juste de prendre l'air, de sortir dehors. On a fait un super épisode avec Michel Loranger aussi sur la lumière extérieure. Donc, ça aussi, je vous encourage fortement à aller l'écouter. Si je ne me trompe pas, c'est l'épisode 49. Donc, voilà. Donc, avant de traiter uniquement des symptômes, assurez-vous d'optimiser votre terrain métabolique, votre santé métabolique. C'est ultra important. Donc, si vous voulez aller plus loin sur l'alimentation, le métabolisme, va écouter mon épisode là, avec Mathieu Bouchard, qui est l'épisode carrément précédent. Faites juste flèche à gauche, vous devriez le trouver. Et sinon, si vous voulez une approche globale, clinique, humaine, c'est exactement ce qu'on développe là, dans Max Wellness avec le cercle. Donc, n'hésitez pas, maximelavoie.ca/cercle, si ça vous intéresse. On commence ça en février, le 3 février pour être plus précis. Et par la suite, évidemment, il va y avoir un live, une thématique mensuelle. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur les médias sociaux. Ça me fait toujours super plaisir de donner du feedback. Si vous avez des questions ou autres, ça va me faire plus que plaisir. Passez une super belle journée et à bientôt.